Bonjour Carole. Bonjour Gérard. Carole, on s'est rencontrés à l'Écuge Mhm. et vous m'avez parlé, on se connaissait un tout petit peu déjà sur les réseaux sociaux et vous m'avez parlé de votre association, vous m'avez parlé de votre vie et j'ai trouvé que vous seriez un témoin incroyable pour notre podcast Le bonheur c'est les autres. Alors, comment je peux vous présenter ? Je ne vous connais pas bien. Je sais que vous êtes né en Tunisie, que vous avez vécu les premières années de votre vie en Tunisie et que vous êtes arrivé ensuite en France. Et après ? Le après, c'est ce qui a découlé de l'avant. C'est très important. Oui, je suis née en Tunisie, je suis arrivée en France en 79 à l'âge de 12 ans et demi. Donc j'ai connu la vie à la tunisienne et à l'ancienne, sans téléphone, sans électroménager. Comme je vous racontais tout à l'heure, oui, j'ai appris on égorgeait le mouton, on avait nos pigeons à la maison. C'est-à-dire avant même d'arriver en France, je savais cachériser de la viande, je savais ce que c'était la cache-route, même en n'ayant jamais appris ça à l'école. Oui, parce qu'on peut préciser que vous êtes effectivement juive. Oui, parce qu'on l'a pas dit effectivement, depuis le début. effectivement. Là, c'est pour parler juste de ma personne. Donc oui, c'est mon avant qui fait certainement la femme que je suis aujourd'hui. Arrivé à 12 ans et demi, on est arrivé dans le quartier de Belleville où on n'avait pas de confort, on était nombreux dans une petite pièce, sans confort effectivement et avec beaucoup de difficultés sociales et financières. Et puis finalement, j'ai grandi, j'ai fait mon petit bout de chemin, je me suis mariée, j'ai eu 3 enfants. Dont une qui est avec un handicap, elle a eu une microencéphalie. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai toujours été, de toute façon même en travaillant, j'ai toujours été bénévole dans les associations, dans ma communauté, dans les communautés voisines. Je m'occupais de personnes âgées, des personnes malades à l'hôpital ou des jeunes, de manière générale. Et puis un jour, c'est ma fille handicapée qui m'a un peu interpellée sur son isolement, le fait qu'elle n'ait pas d'amis. Et dans la même année, en fait, au mois d'avril 2013, j'ai perdu un jeune frère à l'âge de 44 ans qui s'appelait Haroun Haïb, et puis ma fille Rivka au mois de mai qui me dit que sans amis, en fait, elle n'avait pas d'amis avec qui sortir. À quoi ça sert qu'on lui a appris à être autonome et débrouillarde si elle n'a pas d'amis? Et je lui avais répondu un peu méchamment, brusquement, en lui disant que c'est comme ça, les valides ne fréquentent pas les handicapés. Et du coup, elle m'a rétorqué, si c'est ça la vie, j'en veux pas. Je préfère m'en aller. De ce fait, j'ai compris qu'en fait, que ma vie était, mon destin était dicté par ça en fait. Et quand je vous parlais de l'avant, qui a fait que la femme d'aujourd'hui, parce qu'on me dit souvent, c'est super ce que tu fais, il faut être capable, etc. Non, j'ai pas appris. C'est l'école de la vie en fait. J'ai eu l'école de la vie, toutes les difficultés que j'ai eues, puisque j'ai connu à la fois l'alcoolisme, la drogue, les violences autour de moi. J'ai vécu au milieu de ça et j'ai grandi avec ça. Et puis d'abord, oui, je m'en suis sortie. Je suis très fière de mon parcours, même si je n'ai pas fait d'études. Je suis très fière de mon parcours, je le dis à chaque fois. Et je me le dis à chaque fois, en tout cas, je me le rappelle à chaque fois. Parce qu'il y a toujours des gens pour vous casser du sucre sur le dos. Donc oui, moi, je suis fière. Ce ne sera pas mon cas. Voilà, ce ne sera pas mon cas. Moi, ce ne sera pas votre cas, Gérard, j'espère. En tout cas, je me le dis, je suis très fière de mon parcours et je suis très fière même de mes blessures et de mon passé difficile. Puisque aujourd'hui, grâce à Dieu, on a pu créer une association donc, depuis 10 ans. Et vous m'avez rencontré à l'Écuge parce que depuis 2020, enfin depuis le Covid, c'est même un de mes loulous qui nous a conduits ici, puisqu'il avait l'habitude de venir dans ce lieu-là, Samuel, et on a créé, grâce à lui, l'école de Sam. L'école de Sam, je dis c'est important, on ne fait pas que ça, bien sûr, à l'Echaim Handicap, mais l'école de Sam est un élément très important, puisqu'il accueille vraiment, il correspond vraiment à la finalité, à l'ADN de l'association, c'est sortir de l'isolement des personnes, des adultes en situation de handicap, psychique, mental et cognitif, et de leur permettre une sociabilisation. Donc l'école de Sam accueille ici une dizaine d'élèves, on peut les appeler des élèves, c'est pas grave, hein. Et ils ont des activités d'ordre culturel, social, artistique, sportif. Le mardi et le jeudi, et avec le repas inclus maintenant. Donc on a commencé avec 2 après-midi. Et maintenant, on a 2 journées et j'espère à la rentrée 2024 entamer la 3e journée avec un peu plus de sport, plus d'activités.
c'est difficile de trouver des intervenants disponibles, mais vraiment ils le valent bien. Ils le valent bien parce que ce sont des personnes souvent que les médecins ou même leurs parents ont condamnées, qu'ils ont enfermées à la maison par honte ou tout simplement parce que personne n'en voulait, ils ne savaient pas où les mettre. Et puis nous ici, et grâce à l'Écuge aussi, parce que si Gad Ibki et Yves Rouas, le président, ne m'avaient pas reçu et avaient compris de toute façon qu'ils n'avaient pas le choix que de ne pas recevoir, de nous avoir chez eux dans leur bâtiment, qu'ils n'avaient pas le choix, que j'allais pas me laisser faire. Il a fallu me battre un petit peu, mais il n'y a pas de problème. Les combats ne me font pas peur. Alors j'avais découvert que vous étiez très volubile et ça se confirme. J'adore tout ce que vous venez de raconter, mais maintenant on va rentrer dans le questionnaire que je pose à tous les invités. D'accord. Maintenant que vous avez présenté l'association et vous avez présenté votre collaboration avec l'Écuge. Question personnelle directe. Si je vous demande comme ça, à brûle pour point, c'est quoi pour vous le bonheur? Comment vous le définiriez? Le bonheur, c'est de réussir à ouvrir ses yeux le matin, de pouvoir sentir, d'entendre même la pluie si les volets sont fermés, qu'on ne voit rien dehors. Mais le bonheur pour moi, c'est d'entendre les gouttes de pluie qui tombent, c'est d'entendre le vent. C'est merveilleux parce que ça me montre déjà que je suis vivante. Donc être vivant pour moi, c'est déjà un pur bonheur. J'y pense tous les matins, chaque fois, même quand je fais une petite sieste et que je me lève, la première chose que je fais, c'est, avant même d'ouvrir mes yeux, c'est savoir si j'entends. C'est parce qu'on peut même être non-voyant. Le fait d'entendre, on peut être non-voyant et être heureux quand même, parce que entendre son environnement, on peut entendre même des fleurs qui poussent, on peut entendre, sentir, c'est merveilleux en fait, voilà. Sentir par le nez, sentir de manière olfactive ou sentir avec l'émotion que l'on met dans ce qui nous entoure. Je me trompe si je dis que en fait, un élément moteur de votre bonheur, c'est le fait de pouvoir aider les autres. C'est quelque chose d'important pour vous. Dans un sens où notre podcast s'appelle Le bonheur, c'est les autres, ça répond à ça. C'est quelque chose qui est important pour vous d'aider les autres. On ne peut pas aider les autres si on n'est pas heureux soi-même. C'est très important. Les personnes qui viennent, on a parfois des bénévoles qui viennent, qui sont malheureuses. Des personnes malheureuses qui sont en difficulté dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui viennent pour être bénévoles. Et bien ces personnes ne peuvent pas rester longtemps, en tout cas à l'Echaim. Puisque l'Echaim, comme je vous ai dit, je suis l'ADN de l'association. Pour pouvoir donner du bonheur, il faut se sentir heureux. Et pour se sentir heureux, pour être vraiment heureux, on est heureux même sans argent, on est heureux sans les autres, en fait. Alors quand vous dites le bonheur, c'est les autres, oui, on doit se forcer à être heureux. Il faut absolument se forcer à être heureux soi-même, parce que si on est heureux tout seul, c'est bien, c'est sympa. Mais ce qui est beau, c'est que le bonheur, quand il est partagé avec les autres, et c'est là que je pense que ça vient, que le bonheur, c'est les autres. Parce que être heureux soi-même, c'est bien. Tout seul, non. L'être humain n'est pas fait pour être tout seul. Même s'il doit râler, il doit pouvoir râler dans toute la joie, dans toute sa splendeur. Il doit pouvoir gueuler, crier sa colère. Mais il faut qu'il y ait des gens qui entendent. S'il y a personne qui entend, c'est pas le kiff. Donc voilà, le bonheur, c'est les autres aussi, d'avoir des personnes avec qui partager. Alors, quand on s'est parlé un petit peu avant le début de ce podcast, Oui. vous m'avez décrit certains épisodes de votre jeunesse qui n'étaient pas simples. Mais si je vous demande quel souvenir heureux de votre enfance remonte spontanément à la surface, vous me diriez quoi? Oh là là, juste le premier souvenir. Allez, je vais dire le premier souvenir heureux, le plus beau, c'est quand c'était les fêtes juives et que mon père ne travaillait pas et qu'il nous emmenait au jardin du Belvédère, où il nous emmenait acheter chez le pâtissier. À Tunis, donc c'était oui, à à Tunis. Tunis, oui. Mmh. À Tunis, c'est Le grand jardin. En France, j'ai pas l'impression, je vais pas vous dire, j'ai pas de bons souvenirs de ma jeunesse en France. Je n'ai pas de bons souvenirs. Allez, peut-être des bons souvenirs en France, non. Non, sincèrement, mon arrivée en France, je suis arrivée à l'âge de 12 ans et demi. Ça a été un parcours du combattant, c'était une souffrance. Il a fallu... C'était une bataille au quotidien, que ce soit pour se nourrir, pour se vêtir, pour se faire des amis, pour comprendre le langage des jeunes d'ici, leur manière de faire, je sais pas.
Moi, j'ai vécu à Tunis les pieds nus. On tombait pas malade, on était pieds nus, on n'avait jamais de blessure aux pieds. Je me lavais à Tunis dans une bassine et avec de l'eau qu'on réchauffait dans une marmite ou à l'eau froide, même le tuyau. Donc, je suis arrivée ici à Paris, c'était horrible, horrible. Alors peut-être souvenir heureux, comme je vous dis, donc à Tunis, c'était quand mon père nous prenait le temps, arrivait à trouver du temps pour nous emmener au Belvédère et au parc. Et puis un souvenir heureux ici, je crois que ça a été le début de Maniaque, en fait, de mon envie de survivre. C'est quand j'ai rencontré la famille Rosanel. J'ai été fille au père, voilà. Une famille ashkénaze du 19e, qui habitait à la rue d'Hauteville à l'époque. Et ils m'ont prise en tant que fille au père, j'avais 15 ans et demi. C'est la première fois que je partais en vacances, en vrai. Et cette famille, en fait, m'a donné l'exemple. Et j'ai dit que quand je serai grande, je ferai la même chose. Et j'ai fait la même chose. J'ai fait un enfant de plus, mais oui, j'ai réussi. C'était un grand bonheur parce que c'est les rencontres. Tout à l'heure, vous me disiez, oh, mais est-ce que vous me voyez me remettre du rouge à lèvres, etc. Puis vous me dites, oh, mais c'est pas filmé le podcast. J'ai dit que ça change quoi? Moi, c'est pour moi. Donc, à vous révéler des secrets de fabrication. Oui, non, mais voilà, je le dis parce qu'on ne sait pas qui on peut rencontrer. Je peux sortir du bureau et rencontrer quelqu'un qui puisse être triste. Et si je peux, moi, avec mon sourire, mon maquillage, mon parfum, lui donner juste le plaisir dans le regard ou dans son esprit, eh ben, j'ai gagné quelque chose. Pour moi, c'est des bons points et j'aime sentir que l'autre a ressenti du bonheur. C'est beau pour moi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Vous êtes une personne altruiste et c'est ça qui est hyper intéressant. Bon. C'est quoi le livre, le film ou la pièce de théâtre, ou bien l'auteur qui vous a marqué de façon indélébile et pourquoi? Alors là, je l'avoue, j'ai une petite cervelle d'oiseau, comme l'a dit monsieur le maître, mon prof de français. En première, j'étais assez bonne élève, mais quand même, j'ai eu... En fait, j'ai fait, depuis quelques années, j'ai fait abstraction d'une partie de mes souvenirs. Volontairement ou non, je crois certains volontairement, j'ai décidé de les mettre de côté. Tenir à l'écart. Je les ai mis à l'écart parce qu'ils étaient en rapport aussi avec des périodes de souffrance et de difficultés. Donc, je les ai mis de côté. On décide d'être heureux, en fait. On décide. Donc, j'ai décidé d'être heureuse quoi qu'il en coûte et quoi qu'il arrive. Donc, j'ai mis des souvenirs. Alors, vous me parlez de livres. Quand j'étais adolescente, je passais... De livres, de films, de pièces de théâtre? Non, mais les livres, parce que j'adorais lire. Pour vous donner une anecdote, c'est-à-dire que quand on habitait à Belgique, c'était des petits appartements, etc. Donc, je n'étais quasiment jamais chez moi. Tout le temps que je pouvais passer dehors, je le passais dehors. Et donc, je partais la dernière de la bibliothèque de l'école ou de la ville, etc. Je traînais dans la bibliothèque. J'adorais lire. Je me souviens que j'ai aimé... Je ne peux pas vous donner des titres, mais je me souviens que j'ai été marquée par André Gide. Pourquoi je me souviens. Chateaubriand aussi, c'est quelque chose qui me marque. Je ne pourrais pas vous donner le titre d'un livre. Je sais que ça m'avait marqué quand j'étais adolescente. Et Albert Camus aussi, je crois. Gide, c'était peut-être Les Fous Monnayeurs ou... Je ne sais plus. Je sais que je l'ai lu et j'ai été émerveillée. Et donc, je me souviens de Gide. Après, au niveau des films, je suis pas attachée, moi. Je suis pas une personne qui m'attache aux artistes ou aux... D'accord. J'aime ou j'aime pas. Je peux dire que c'est un beau film. Mais j'aime tout, moi. Si déjà je vais au cinéma, si je reste assise pendant 2 heures devant la télé ou devant un écran de cinéma, c'est que j'ai décidé d'aimer quelque chose. J'ai décidé d'aller à la rencontre de quelqu'un. Et je ne peux pas dire je n'aime pas ou quoi. Il y a des choses que j'aime plus que d'autres, mais ça n'a pas d'importance parce que j'apprends de tout ce que je vois et de tout ce que je rencontre. Donc, je ne peux pas dire... voilà. En ce moment, je suis à fond dans les Ken Follett. Voilà, c'est des gros bouquins. Je me suis remise à lire et voilà, je suis dedans. Voilà. De quoi ne voudriez-vous jamais vous priver, sous-entendu pour être heureuse? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voudriez jamais vous priver? Mes pépites que je mange le vendredi soir dans les oui, les pépites qui me font rappeler l'enfance et les générations antérieures. Les pépites et les graines de tournesol. Les glibettes. Oui, les glibettes voilà. Blanches ou noires, surtout les blanches. Mais voilà, ça par exemple, c'est à la fois parce que je suis gourmande et j'aime ça, mais c'est aussi voilà, rien qu'en vous parlant de ça, vous me posez cette question, j'aurais jamais pensé répondre ça. C'est sorti tout seul, mais rien que ça, c'est mon passé, mon présent et
et j'espère que quand je serai bien vieille, avec un dentier ou quoi, je pourrai toujours en manger, voilà. C'est un peu votre Madeleine à vous. Oui, je pense. Voilà. Est-ce que vous doutez souvent dans l'existence? Et si oui, est-ce que vous doutez plutôt de vous, plutôt des autres? Est-ce que je doute de moi ou des autres? Les autres, je veux dire que c'est mon miroir. Je ne peux pas compter sur les autres, je ne compte pas sur les autres. Donc est-ce que je ne compte pas sur les autres? C'est-à-dire que c'est soit j'ai réussi à me faire en sorte que les autres me renvoient quelque chose d'agréable, les autres me renvoient ce que je leur donne aussi. Alors même si je donne de l'agréable, il y a des gens, comme je vous dis, qui sont peut-être malades et qui sont pas bien, donc je leur en voudrais pas. Mais il n'y a pas une forme de méfiance quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'imaginez pas tout de suite que la personne est mauvaise, vous essayez de... Non, je ne veux pas. Même si je le pense, enfin, il aura fallu que j'ai un coup dur avec cette personne pour dire ok, je prends mes distances. Mais je ne me fâche pas, je ne suis pas rancunière. Parce qu'on n'est pas à la place de qui que ce soit et on ne peut pas juger les gens, ils peuvent être mal à ce moment-là. Si je peux aider, d'ailleurs, je me pose des questions quand les gens se comportent mal, j'essaie de voir si je peux aider. Et parfois, non, c'est très loin de moi. Non, jamais je me défends de juger qui que ce soit et de douter d'une personne. Les loulous qu'on accueille ici à l'école de Sam, je viens de me séparer de 2 bénévoles à l'Échaïm Handicap, justement à l'école de Sam, parce qu'il y a 2 bénévoles qui ne font pas confiance. Ils doutent. Et j'ai essayé de les persuader qu'il ne faut pas, qu'il faut jamais condamner les gens, et que même si tous les médecins disent que c'est comme ci, comme ça, il faut jamais condamner les gens. Chaque personne a quelque chose de bien, et à nous de faire ressortir le bien chez cette personne. On s'en fiche. C'est pas une question de handicap ou pas. Voilà. Il y a des gens qui ne sont pas handicapés, qui n'ont pas d'handicap, ils n'ont pas d'étiquette handicap, ils ne perçoivent pas d'allocation d'adultes handicapés ou quoi, mais ils sont complètement handicapants et lourds et pesants. Non, il ne faut pas juger. Je vous dis, je viens de m'en séparer de manière douloureuse, mais je ne peux pas faire autrement parce que je refuse que l'on condamne qui que ce soit. Pour quel défaut de vos contemporains vous avez le plus d'indulgence? L'erreur. On peut se tromper. Oui, l'erreur. Parce que tout le monde peut se tromper. Effectivement. L'erreur, je peux être... quelqu'un qui a fait exprès, un assassin. Genre même le psychopathe, j'ai de la peine pour lui. Il faudrait trouver le moyen de le soigner. Vous voyez ce que je veux dire? Même s'il a fait volontairement, il a commis ses crimes volontairement, mais c'est un malade. Vous voyez? Donc même lui, il a besoin de soins et si on peut l'aider, on l'aide. Maintenant... l'erreur est humaine, donc oui, il faut être indulgent avec les gens. On fait tous des erreurs et il y a des erreurs qui portent à conséquence. Quelqu'un qui va prendre sa voiture en ayant trop bu, c'est pas une erreur. Il sait qu'il a trop bu et le fait de prendre sa voiture, donc pour moi c'est volontaire et qui risque un accident et de tuer quelqu'un. Vous voyez, donc c'est pas involontaire pour moi. Une erreur, c'est je sais pas, d'avoir mal parlé à quelqu'un, ou d'avoir pas salué quelqu'un, ou d'avoir oublié de rendre un objet, ou quelque chose comme ça. L'erreur est humaine, quoi, voilà. De ne pas avoir donné le respect à quelqu'un, ou je sais pas, d'avoir mangé plus de pizza et sans penser aux autres. Bon, voilà, c'est pas grave. Oui, c'est pas l'égoïsme, c'est une erreur, c'est son petit défaut. C'est qu'elle vous parlez du défaut, je vous dis, voilà, ça peut être un défaut. Qu'est-ce qui vous rend optimiste pour l'avenir? Est-ce que vous êtes... J'ai dit que vous êtes une personne solaire, et je ne vous vois pas comme quelqu'un de pessimiste, je vous vois comme quelqu'un d'actif et quelqu'un qui pense que les choses peuvent toujours s'améliorer. Mais on est dans un contexte très compliqué, particulièrement en France. Qu'est-ce qui vous rendrait optimiste pour l'avenir, pour vous, pour la société en général? Je suis une petite personne. Je suis un être humain parmi tous les autres. Je suis un pion parmi les autres. Je suis un maillon d'une chaîne. Mon travail, j'estime que quand on vient sur Terre, en fait, on a chacun un travail. Ce qui me préoccupe surtout, c'est de savoir quel est mon job. Quel est le job que je peux accomplir du mieux que possible. Je n'ai pas la capacité d'être au niveau de monsieur, par exemple, le directeur de l'ECUJ, ou le président du CRIF, ou le président du consistoire. Je n'ai pas leur niveau, je joue pas dans la même cour. Donc j'essaye, moi, déjà dans ma petite cour, de
jouer le mieux possible et de gagner à la marelle, on va dire. Donc voilà, la vie c'est une marelle. J'avance avec mes petits carrés, j'avance, je sais, et de toute façon tout au bout c'est quoi? C'est le ciel. On commence par la terre, on va au ciel. J'avance et du mieux possible, j'essaie de tenir debout, de pas me casser la figure et autant de temps que possible. Qu'est-ce qui me rend optimiste, c'est de me dire que ce qui n'est pas de mon ressort, déjà je ne m'en veux pas. Donc je m'en veux pas. Le fait de pas m'en vouloir, je suis pas négatif. Et après de me dire que fais ce que tu as à faire du mieux que tu peux. Tous les jours je me dis ça, fais ce que tu as à faire du mieux que tu peux. Et je suis contente. Et donc je suis optimiste, je suis positive, parce que si je construis, j'arriverai peut-être. Je n'ai pas la prétention de changer le monde, moi. C'est pas mon niveau. J'ai pas prévu. C'est-à-dire que même si je rentrais en politique, on m'avait proposé il y a quelques années, mais je n'y vais pas parce que je n'ai pas cette prétention de pouvoir tenir le coup. Je suis à mon petit niveau et je soutiens ceux qui sont à un niveau supérieur. Parce qu'il y a des gens qui sont supérieurs à moi au niveau intellectuel, au niveau professionnel, et qui arriveront, eux, dans leur cours, en tout cas, je les soutiendrai pour qu'ils tiennent le coup et qu'ils soient performants, qu'ils pensent comme moi à faire de leur mieux tous les jours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les prochains mois, pour vous et pour votre association ? Alors, j'aimerais vraiment que les gens, parce que je cherche pas à attirer la pitié. Moi, avec les Chaim Handicap, je montre toujours des images de joie et de bonheur, pas de pitié. Et souvent, parce qu'on me l'a dit, j'ai entendu, et je voudrais ne plus avoir à entendre ce genre de choses. Pourquoi vous faites ce que vous faites? Ça sert à quoi? Ils guériront jamais, puisque quand ils étaient enfants, on a fait des dons, par exemple, pour soutenir les associations qui les aidaient. Puis finalement, ces enfants ont grandi, ils n'ont pas guéri. Et les gens sont déçus. Alors ils vous disent, maintenant qu'ils sont adultes, pourquoi vous les aidez encore? Vous ne pourrez pas les guérir. Je dis, il n'y a pas de problème. Si vous voulez, on peut leur donner du poison et puis on en termine. C'est pire que pendant le nazisme, quoi. Enfin, ça a été les premières personnes qui ont été assassinées, les personnes âgées, les personnes handicapées, etc. Donc est-ce qu'on doit faire la même chose? Ou là, on doit faire la même chose avec les personnes âgées aussi? Parce qu'ils nous coûtent, parce qu'ils sont devenus... il ne faut pas profiter, enfin ils ne sont pas... utile à la société, on va dire ça comme ça. Qu'est-ce qu'on doit en faire? Donc j'aimerais que les gens restent gentils, qu'ils restent bienveillants et qu'ils se posent pas de questions. Que celui chacun dans sa cour de récréation, qui joue avec les billes qu'il a dans sa poche. Celui qui en a beaucoup ou des précieuses et pas qu'il joue, ça sert à rien qu'il se les garde ou qu'il les garde pour faire un héritage pour ses enfants, etc. Ça ne sert à rien parce que même l'argent qu'on gagne sur Terre, c'est grâce à la santé que le bon Dieu nous donne. Et si on a la santé, ce n'est pas seulement pour pouvoir gagner de l'argent et se payer de belles bagnoles, de belles maisons, etc. Si cet argent, on ne l'utilise pas pour faire le bien autour de nous, ça ne sert à rien. On ne peut emmener avec nous dans le cercueil que le bien et que les bons souvenirs qu'on aura laissés sur Terre. Ça ne sert à rien. Vous pouvez laisser beaucoup d'argent à vos enfants. Si vous n'avez pas laissé de bons souvenirs, du temps que vous avez passé avec eux, ça ne sert à rien. L'argent, il sera dilapidé et ils ne se souviendront plus de vous. Donc, qu'est-ce que j'aimerais pour mon association? C'est que des personnes puissent réfléchir comme ça, en fait, qu'ils prennent conscience que s'il y a les handicapés qui existent, c'est justement pour vous permettre à vous, qui êtes en bonne santé, de le rester et de pouvoir accomplir votre action de solidarité et de soutien. Voilà. Les personnes handicapées sont dans nos pattes pour nous faire bousculer nous-mêmes, bousculer notre âme, bousculer nos actions. Donc ça sert à rien de tourner la tête, parce qu'ils sont là pour vous. Eux, ils s'en fichent. Eux, ils sont heureux tout le temps. Ils n'ont pas la notion de la vie et de la mort et de la maladie. Donc voilà. Bougez-vous, soyez optimistes et soyez combatifs et soyons heureux ensemble. Merci Carole. Merci Gérard.